Je m'appelle Raphaël et je suis une étudiante en troisième année du baccalauréat en archéologie à l'Université Laval à Québec. Je suis québécoise. Moi, je m'appelle Juliette, je suis au baccalauréat en archéologie à l'Université Laval. Je m'appelle Antoine Noyer-Roussel, je suis étudiant à la maîtrise en archéologie à l'Université Laval. Depuis 20 ans, des étudiants de l'Université Laval au Québec viennent en Guyane française, entre le Brésil et le Suriname, pour participer à des fouilles archéologiques sur une habitation coloniale à Rémiens-Montjoly près de Cayenne. Ils sont accueillis par Yannick Leroux, président de l'Association pour la protection du patrimoine archéologique et architectural de la Guyane. Le site de Loyola où nous nous trouvons aujourd'hui a été fondé en 1668 par les jésuites, sans doute le père Grillet. Les travaux qui ont été réalisés à Loyola depuis plus de 20 ans ont été faits sous la houlette d'une association qui s'appelle l'APAG et qui existe, elle, depuis pratiquement une trentaine d'années et qui donc a pour vocation de favoriser le développement de l'archéologie et puis aussi une attention particulière pour l'architecture. Et le site de Loyola a occupé la majeure partie des activités de cette association, il faut bien le dire, à partir des années 90. L'association a été épaulée par des universitaires, l'université de Caen dans un premier temps avec le professeur Lorraine, et puis à partir de 1996 par l'université Laval à Québec avec le professeur Réginald Auger, donc qui avec ses étudiants ont effectué en notre compagnie beaucoup de travaux archéologiques et des études scientifiques qui ont permis de révéler petit à petit le site et cela sur une durée très longue puisque on en est déjà à plus de 20 ans de travaux divers dans ce domaine avec l'Université Laval. L'Université Laval, on est un programme complet en archéologie, c'est-à-dire qu'on offre une formation aux 3 cycles en archéologie, bac, maîtrise et doctorat. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'ouvrir un nouveau terrain pour nos étudiants. C'est-à-dire qu'au Québec, on travaille sur les Français très souvent. Et donc ici, on avait des Français qui étaient adaptés à un autre milieu, un autre environnement. Donc les mêmes Français avec la même culture matérielle, mais qui étaient adaptés. Et donc la Guyane, pour nous, c'est un terrain d'apprentissage pour nos étudiants qui s'intéressent à l'histoire, notamment des Jésuites. Dans le cas de la Guyane, le contexte des Jésuites ici est un peu différent. C'est-à-dire qu'au Québec, les Jésuites étaient souvent des missionnaires chez les Amérindiens. Ils s'occupaient également d'enseignement au Québec. On a encore le collège des Jésuites qui existe toujours, mais l'ancien collège a brûlé. Et en Guyane, les Jésuites, c'était une autre histoire. Les Jésuites sont arrivés en Guyane au XVIIe siècle pour évangéliser les populations amérindiennes. Cette œuvre qui va occuper une bonne partie de leurs activités dans la première moitié du XVIIIe siècle nécessitait des fonds importants. Et pour se procurer de l'argent, les jésuites qui ne touchaient pas d'aide de la part des autorités royales n'avaient d'autre solution que de développer des habitations. Ils vont en développer 5, dont celle-ci, qui est la plus importante. Les jésuites n'avaient pas d'état d'âme en matière d'esclavagisme, puisqu'ils ont adopté le système et je dirais même qu'ils l'ont développé et sont devenus, au fil du temps, les principaux propriétaires d'esclaves de la Guyane. On en compte sur l'habitation Loyola 500 et sur l'ensemble des habitations relevant de l'autorité des jésuites, environ 2000. Donc c'est un chiffre tout à fait considérable, y compris pour l'époque. L'habitation elle-même, matériellement, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, ce sont des grandes terrasses qui ont été aménagées sur la pente de la colline de Rémire. Et ces terrasses étaient aménagées pour recevoir des jardins, des circulations et également des bâtiments. La plupart des bâtiments qui ont été construits sur ces terrasses étaient des bâtiments en charpente, donc des bâtiments en bois, qui malheureusement n'ont pas survécu aux outrages du temps. Quelques-uns cependant étaient en pierre, comme l'hôpital et la cuisine, dont on a pu relever les ruines au niveau des arases.
Pour le reste, eh bien, on est condamné à faire des reconstitutions, des dessins, des hypothèses aussi, même si on possède pour cette habitation, ce qui est tout à fait singulier parce que les habitations coloniales sont très peu documentées. L'habitation de Loyola est certainement une des moins mal documentées de tout l'Ancien Régime en Guyane. L'habitation Loyola de Guyane, c'était une habitation qui servait à faire du financement afin que les jésuites puissent développer leur mission en Amérique du Sud, notamment chez les Guaranis. Donc dans la province des missions en Argentine et au Brésil, il y a une quinzaine de missions, je crois, où est-ce qu'on avait un grand nombre d'Amérindiens, de Guaranis, sous la tutelle des jésuites. Et pourquoi sous la tutelle des jésuites? Quelques jésuites protégeaient en fait les Guaranis contre les Portugais et les Espagnols. Donc on avait d'habiles politiciens, les jésuites d'habiles politiciens qui en fait faisaient en sorte qu'ils agissaient politiquement, ne soient pas réduits à l'esclavage comme on avait ici. Donc l'habitation Loyola est une production agricole où est-ce qu'on produisait du sucre, notamment du café, du cacao, de l'indigo parmi d'autres choses. Également, cette année, on est en train de fouiller une forge sur l'habitation. Cette forge, qui date des années autour de 1730, servait à faire des outils qui servaient en agriculture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement que l'habitation Loyola, il y avait un nombre d'autres habitations réparties un peu partout sur le territoire de la Guyane. Et donc, ces habitations avaient besoin d'outils. Donc, une autre façon pour les jésuites de se faire du financement, c'était de produire à partir de la forge des outils en métal qu'on utilisait pour travailler les champs. Également, sur cette habitation, il y a une poterie, c'est-à-dire une production de poterie qu'on utilisait notamment soit la poterie pour la cuisson des légumes de tous les jours, mais également pour la production du sucre. Les plateformes telles qu'on les voit aujourd'hui ont très bien résisté aux outrages du temps et on ne peut qu'être admiratif du travail extraordinaire qui a été accompli par les esclaves, puisqu'il s'agissait à la main, parce qu'on n'avait pas à l'époque de pelleteuse, donc il s'agissait à la main de creuser, de combler, d'arraser, de dresser des murs de sous-têtement et d'aplanir l'ensemble. Donc ça a été un travail considérable qui a été accompli par les esclaves des jésuites et qui nous permet aujourd'hui de contempler un aménagement qui est assez surprenant dans cet univers boisé et sauvage, puisque là on a l'ordonnancement typique du XVIIe siècle d'un jardin à la française avec une allée centrale qui détermine un axe de symétrie sur plus de 200 mètres et de part et d'autre, de façon symétrique, sont établis les bâtiments, les différents aménagements. Donc cet ensemble a été sans doute construit d'un seul jet, c'est ce qu'on a cru au départ, vers 1725-1730, mais on a retrouvé dans les fouilles du magasin des aménagements antérieurs. Donc l'archéologie nous donnera peut-être beaucoup de détails sur les différentes phases d'aménagement de ce site et surtout sur les périodes plus anciennes qui remontent au XVIIe siècle, voire peut-être aussi à une occupation amérindienne de la période par exemple précolombienne. Dès leur arrivée, avant de pouvoir débuter leurs fouilles archéologiques qui dureront 5 semaines, les jeunes Québécois se lancent dans le nettoyage des lieux, sabre en main. Un désherbage systématique de l'ensemble de l'espace délimité par les fondations du magasin, en plus d'une bande de 2 mètres de large au pourtour du bâtiment. Ils sont accompagnés dans cette tâche par des jeunes Guyanais. On se lève le matin, on embarque tout le matériel dans la vanne. On vient sur le chantier après une petite marche à travers les bois. Ensuite, on s'installe, on installe le matériel théodolite, etc. Puis chacun prend les tâches qui lui est assignées. Donc souvent, on continue les tâches journée après
journée après journée. On a, depuis une vingtaine d'années, on a environ 70 étudiants qui étudient en archéologie, qui sont venus en Guyane. Et parmi ce groupe d'étudiants, il y en a qui ont découvert la vocation pour continuer aux études supérieures en archéologie. On a notamment 7 maîtrises qui ont été terminées sur l'habitation Loyola. Il y a un doctorat qui a été terminé en 2012 et il y a en cours présentement une autre maîtrise sur le magasin que vous voyez derrière moi. Et également, il y a 2 autres doctorats qui s'en viennent, une sur le verre et un autre doctorat qui va porter, cette fois-ci c'est une étudiante de Pennsylvanie qui elle va travailler sur le quartier des esclaves. Donc, c'est ça. Pour moi, la Guyane, c'est une ère culturelle nouvelle pour nos étudiants. Puis, c'est toujours très exotique à l'Université Laval lorsqu'on est choisi pour venir en Guyane parce que nos étudiants croient souvent venir chez leurs petits cousins, mais ils se rendent compte que culturellement, leurs petits cousins ont évolué dans une direction et les Québécois ont évolué dans une autre direction. Donc, ce sont des cousins, mais des cousins avec des cultures assez différentes. Mon historique avec le site de l'habitation, c'est que je suis arrivé en 2010, après avoir fait le stage au chantier école. Donc, je suis allé tout bonnement comme ça. On m'a dit « Veux-tu venir en Guyane? » C'est hébergement et transport fourni, donc bon, c'était des belles conditions. Je venais de faire 5 semaines au chantier école. J'avais bien aimé ça, l'archéologie de terrain. C'était mes premières expériences. Donc, arrivé ici, j'ai bien aimé l'endroit. Je me suis bien entendu avec Yannick Leroux, qui est ici depuis longtemps, qui collabore depuis longtemps sur les projets. Réginald avait vu mon intérêt pour la période historique. Donc, il m'a dit, Antoine, est-ce que tu voudrais faire une maîtrise sur le magasin? C'est un bâtiment qui est là sous le couvert forestier parce qu'à l'époque, c'était pas du tout dégagé. Donc, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? C'est un bâtiment qui n'a pas été touché du tout. Donc, il m'a dit, ça serait intéressant pour toi, tu pourrais t'en charger une équipe, tu pourrais mener tes propres fouilles. Donc, moi, j'ai vu que des avantages, là, c'est sûr. Donc, et aussi, ce qui était prometteur déjà en 2011, c'est qu'on avait déjà sondé un peu un tout petit sondage le long d'un mur, puis on avait trouvé déjà la couche noire, la fameuse couche noire, le fameux niveau noir qu'aujourd'hui on sait un peu plus que c'est associé à un dépôt de forge. Donc, on est retourné en 2012, on a agrandi notre sondage, mais à l'époque, Réginald m'avait dit de pas trop creuser dans ce secteur-là parce qu'il voulait qu'on y réfléchisse un peu plus longuement, qu'on élabore une stratégie pour essayer de documenter. Parce que fouiller une forge, c'est pas la même chose que fouiller un magasin ou fouiller un bâtiment quelconque. Là. Donc, juste réfléchir la façon qu'on allait échantillonner. J'ai vraiment apprécié l'aspect du bâti, en fait, de rechercher un bâtiment sous un bâtiment, ensuite se poser toutes les questions. Tout d'abord, on croyait qu'il y avait un niveau de forge sous le magasin. Maintenant, on remet tout en question. Donc, le côté comme ça, l'énigme, le puzzle à refaire avec tous les petits indices, c'est vraiment ce qui est le fun dans l'archéologie. C'est vraiment un site super intéressant, le magasin. Il y a vraiment beaucoup de choses à trouver. Il y a beaucoup de trucs qui sont restés aussi. Je sais que l'an passé, ils ont fouillé le cimetière. Il y avait comme moins de trucs qui restaient, alors qu'ici, il y a beaucoup de vestiges. On avait aussi un projet intéressant de chercher s'il y avait quelque chose antérieur au magasin. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Bien, la première année, ils voyaient qu'il y a beaucoup de matériel qui ont sorti. On a trouvé beaucoup d'objets, par exemple, moulins à café, des pièces de fusil, des boulets de canon. Je me rappelle plus de quelle année en tant que telle, là, ça a été retrouvé, là, soit 2011-2012, mais bon, au total, les 2 années, ce qu'on a retrouvé pour le contexte du magasin, c'était assez intéressant. Là. Des nombreux outils. Au sud du magasin, un dépôt plutôt associé peut-être à la cuisine et à la maison de maître. On a retrouvé beaucoup d'objets de la vie quotidienne, beaucoup d'objets domestiques, donc des faïences, des flacons, des bouteilles, des choses comme ça. Là. Le but, c'est vraiment de documenter ce qu'il y avait autour du mur. Sinon, on a trouvé des pipes africaines, une petite croix en cuivre, des choses comme ça. Mais ça, mon but, c'est vraiment plus de documenter le vestige au complet parce que c'est quand même quelque chose qu'il n'y avait pas vu auparavant. Puis que c'est quand même très utile de documenter, surtout qu'on ne sait pas encore si c'est associé au magasin. En fait, c'était surtout de savoir l'altitude du mur, de savoir
est-ce qu'il tournait, est-ce qu'il se continuait, est-ce qu'il est aligné avec le reste des vestiges présents du magasin. Vraiment, quand on va vraiment regarder nos dessins, nos plans, c'est pour ça qu'on dessine beaucoup en ce moment. On fait vraiment attention à vraiment tout bien documenter pour justement savoir si ça s'aligne avec le mur, puis essayer de trouver des explications un peu aussi. Le sol ici est pas doux sur les artefacts, donc on ne peut pas retrouver d'artefacts en bois, en os, mais les artefacts en métal, on en a retrouvé beaucoup. La céramique est bien préservée aussi en général. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est de retrouver des vestiges de maçonnerie. C'est ce qui me passionne le plus. Cette année les pièces de monnaie qu'on a retrouvées, c'est assez chouette. Il y a un petit plan de fusil qu'on a retrouvé dans un sol au niveau assez intéressant parce qu'il y avait pratiquement que ça. Donc on croit, d'après notre interprétation, c'est un remblai, donc un sol qui a été transporté. Mais on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Donc c'est peut-être juste un objet isolé, quelqu'un qui aurait chassé, qui aurait perdu ensuite son plomb, ou quelqu'un qui aurait simplement échappé quelque chose. Mais ça va être intéressant de la dater parce qu'on peut dater ces objets-là d'après la dimension. Il y a une typologie assez connue. Tous les ans, depuis 20 ans, les étudiants de Laval, leur bac équivalent à la licence pour la France, sont accompagnés d'étudiants français. À l'occasion de ces fouilles de 2015, le responsable scientifique Antoine Loyer-Roussel accueille un stagiaire de l'Université Paris 1 qui a intégré une spécialité archéologie des Amériques, Antoine Suarez. Je suis étudiant à l'Université Paris 1, j'ai 20 ans, je suis venu ici en Guyane pour travailler en archéologie et découvrir aussi mes racines. Étant donné que mon grand-père est natif d'ici, je voulais un peu voir le pays, comment ça se passait. Et je suis vraiment intéressé par l'archéologie en Guyane. C'est un domaine où il faut investir parce qu'il y a des projets, on peut faire des choses. Et en même temps, c'est un territoire où il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu de la douleur et il faut raconter ce qui s'est passé, il ne faut pas que les gens oublient. L'intérêt aussi de travailler avec les Québécois, c'est qu'ils ont des méthodes différentes et aussi ils sont plus expérimentés que moi à ce niveau-là, donc au niveau du terrain. Et j'apprends beaucoup à fouiller avec eux au niveau technique et de tout ce qui est gestion en fait du site. Bon, n'étant pas archéologue, mais étant uniquement un bénévole sur le chantier, c'est plus pour l'ambiance et pour donc la rencontre d'une autre culture, notamment parce que je passe des week-ends avec eux, etc. On fait des sorties en dehors du chantier ensemble, que pour vraiment l'archéologie que je suis présent ici, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont vraiment sympas et donc on sympathise et tous les ans les nouveaux qui arrivent sont toujours des personnes exceptionnelles à rencontrer. Après 5 semaines de fouilles, d'inventaire et de rangement des découvertes, c'est l'heure du bilan. Le bilan de ces plus de 20 années de travaux, de recherche, de publications sur le site de Loyola apparaît aujourd'hui comme déjà assez consistant, mais il est vrai que notre but, notre horizon, c'est l'ouverture du site au public. Déjà, le public fréquente le site, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour mettre en valeur les différentes structures, rendre plus lisibles les différents bâtiments qui composent le site, faciliter la circulation du public, faciliter l'information, l'accès à l'information, etc., etc. Il ne faut pas se le cacher, même la restauration ici des murs, des vestiges de l'habitation. Avant de faire cette restauration, on a fait les recherches archéologiques en conséquence parce que ces murs ne sont pas placés au hasard, c'est-à-dire qu'on les a documentés scientifiquement, archéologiquement, et après ça, on a eu une restauration de ces murs-là parce que pour le public, d'avoir une idée d'où se trouvent les emplacements, ben, je pense que c'est très rassurant, c'est très informatif aussi, parce que souvent les gens viennent nous voir et ils ont déjà compris avant d'arriver qu'à partir du plan, ils vont tout de suite dire « Oh, mais vous travaillez sur le magasin de l'habitation, qu'est-ce qu'on retrouve dans le magasin? » Donc, ça sert à ça, avoir une restauration minimale d'un site archéologique. C'est une forme de communication pour le public. Bien,
bienvenue ce soir à l'occasion de cette Saint-Ignace de Loyola, puisque nous sommes le 31. Un chantier archéologique marqué chaque année par la célébration de la Saint-Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Naturellement, c'est une étudiante québécoise qui présente aux visiteurs les travaux programmés sur le site. L'occasion de révéler les premières découvertes faites dans le magasin. Dès la première journée, il travaillait dans ce secteur-ci. Il a trouvé l'objet qu'on a ici. C'est un fourneau de pipe à fumer, des pipes afro-américaines, fabriquées eux-mêmes là, pour leur propre usage. Dans le secteur, au coin là-bas, près du mur, là, vraiment sur le coin, c'est une toute petite croix, c'est en laiton, en alliage cuivreux. Troisième objet religieux à avoir été retrouvé sur le site ici, et le deuxième sur le secteur du magasin. On avait retrouvé un billet. La Saint-Ignace de cette année, on a eu, durant toute la journée, en fait, on a eu plusieurs visiteurs, mais le 5 à 7, le soir, il devait y avoir environ 70 personnes, ce qui est, je dirais, 4 fois plus que ce qu'on avait habituellement. J'avoue que qu'on a manqué de petits punch. Lors de cette fête de la Saint-Ignace, c'était également le lancement du site web qu'on vient de mettre en ligne. C'est habitationloyola.org. On peut avoir accès à ce site web qui donne toute l'information, non pas seulement juste sur l'histoire, mais également il y a un blog, les gens peuvent commenter. Il y a également une section sur les activités reliées comme les sentiers pédestres et ainsi de suite. Les étudiants quittent Loyola. L'opération archéologique s'est échelonnée sur une période de 5 semaines entre le 27 juillet et le 28 août 2015. Ils vont rejoindre Québec et leur université avec de nombreux souvenirs sur leur séjour en Guyane et en Amazonie. La distance géographique qui sépare la Guyane du Canada, si elle est importante, n'est pas celle de l'histoire. Chaque année, le travail effectué par les étudiants et leurs professeurs contribue à rapprocher cet univers matériel commun de la Guyane, ancienne France équinoxiale, de celle de la Nouvelle-France, le Canada de l'Ancien Régime. Mais c'est aussi une passionnante collaboration scientifique qui fait avancer nos connaissances sur l'univers colonial, trop souvent ignoré ou négligé, alors que la question de l'esclavage revient au premier plan des études historiques.